électro-hypersensibles, des luttes de professionnels de la santé, de militants et d'associations engagées. Son but est d'expérimenter, de créer et gérer des sites de recherche et de suivi médical pour les personnes électro-hypersensibles et ou chimico-sensibles en environnement protégé sans champ électromagnétique artificiel. En fait, c'est une association qui a essayé d'apporter une réponse au charme vénéneux de la téléphonie mobile. On est tous là, et on est tous à essayer de se protéger dans les entreprises, à garder notre emploi. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur le fait que on ne me mette pas à la porte. Il a fallu que je prenne un avocat pour ça. Et la zone blanche sera peut-être un espace où les télétravailleurs pourront continuer à travailler en dehors des endroits pollués de leurs entreprises. En 2012, donc, les membres fondateurs découvrent le hameau isolé de Durbon sur la commune de Saint-Julien-en-Beauchêne dans les Hautes-Alpes. C'est une ancienne chartreuse, devenue dans les années 70-80 une colonie de vacances de la CAF, la Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône. 2 parcelles sont à céder, la CAF souhaite céder 2 parcelles. 2 parcelles, et une troisième, elle souhaite la conserver pour en faire un projet concernant des enfants. Et nous, on a eu l'idée de proposer un projet qui consisterait à faire en sorte que les enfants viennent et se séparent de leur téléphone portable pour une période de 15 jours, 3 semaines, qui serait pas mal pour eux, parce que quand on connaît l'addiction, des enfants et des préadolescents et des adolescents, ça devient un petit peu compliqué. Voilà, je ne sais pas si ça suit bien. Ça suit, je déroule. Ok, merci. Alors, pour faire un peu de poésie, donc, les 2 parcelles que nous allons acheter s'appellent la Chartreuse et les Crocs. La Chartreuse, c'est vraiment le site primitif de cette chartreuse qui a été démolie d'ailleurs, dont les pierres ont été enlevées pour reconstruire le village de Saint-Julien-en-Beauchêne qui se trouve un petit peu en bas, en contrebas. Et puis le Pré des Mulets, pour faire encore un peu de poésie, c'est le site où on va proposer un projet pour les enfants. En 2013, donc, des mesures de champ électromagnétique ont été réalisées par le CRIREM à la demande de Michel Rivasi, qui est la présidente de Zone Blanche, au pluriel, l'association dont je suis le fondateur. La conclusion a été que les niveaux d'irradiation relevés sont assez faibles. Bon, il y a bien une antenne Bouygues à qui on a demandé de baisser le faisceau, je ne sais plus, baisser le faisceau sur le village et non pas pour ne pas impacter la zone qu'on est en train d'acheter. Mais enfin, bon, on va dire que ce n'est pas complètement une zone blanche parce que ça n'existe pas, mais en tout cas c'est une zone très grise. Que nous avons testé en 2016. On était une dizaine à peu près d'électro-hypersensibles qui avons testé la zone. Michel Rivasi souhaitait qu'on la teste pour avant tout être convaincu que ça allait nous aller. Et en fait, ça a été concluant. On a passé 2-3 nuits dans un groupe de travail en même temps pour définir les perspectives d'avenir. Nous sommes associés à une association donc, qui s'appelle Evaleco, qui a été porteuse juridique de l'appel à projet lancé par la CAF, puisque la CAF a lancé un appel à projet, et a sélectionné donc notre projet, qui lui paraissait le plus intéressant, dans ce lieu un peu magique et bucolique et pastoral, dont vous allez voir les photos tout à l'heure un petit peu. Dans un premier temps, la CAF nous proposait un bail amphithéotique, mais vous savez qu'un bail amphithéotique c'est un peu embêtant parce que si on construit des bâtiments dessus, après les bâtiments appartiennent aux propriétaires et c'est perdu pour nous. Et elle ne proposait pas un bail amphithéotique de 99 ans comme c'est l'usage, mais un bail amphithéotique uniquement d'une vingtaine d'années, ce qui n'était pas raisonnable pour la poursuite du projet. On s'est associé au bailleur social Solia. Alors c'est un partenaire important de Zone Blanche puisque ce bailleur est en capacité de percevoir des financements du gouvernement et est spécialisé dans l'habitat, pour faire court, un peu particulier pour une population précaire et fragile. Et là, on est en pleine zone. Oui, d'accord, j'accélère. En 2018, donc nous sommes en 2018, il y a une signature d'une presse de vente qui est en cours. Donc ça avance bien. Alors, les trois axes complémentaires du projet, donc c'est l'hébergement de courte durée pour les personnes souhaitant un ressourcement, ou bien de longue durée pour celles dont un état plus avancé
dont l'état est plus avancé et qui souhaitent s'installer plus durablement. Un suivi médico-social également, avec une équipe de médecins, et puis de la recherche, mais une recherche européenne. On dépasse le cadre de la France. Il s'agit d'une cogestion, donc, entre Zone Blanche, qui reste la maîtrise d'ouvrage du projet, et finance le pôle accueil et la recherche et la formation, et donc ce bailleur social, Solia Provence, qui est un acteur majeur du logement et qui va réhabiliter les logements actuels et en construire d'autres. Nous avons comme alliés l'ARS et la préfecture des Hautes-Alpes et l'ANSES, contre toute attente. Nous avons également un soutien d'un programme leader européen donc, qui nous octroie 90 000 € pour financer un poste et une étude d'intégration du projet en territoire. Voilà, on a également, alors l'association à la demande de Michel Rivasi a lancé une consultation zone blanche auprès des EHS. 560 EHS ont répondu. Ça nous a permis de savoir où ils étaient, ce qu'ils demandaient, si Durbon était une réponse à leur problématique, et puis de connaître le pourcentage de femmes, d'hommes, enfin différents indicateurs qui nous permettent de mieux comprendre actuellement la population. J'accélère. C'est bon. Donc, précisément, Durbon, c'est quoi? C'est une forêt domaniale d'environ 50 hectares, c'est quand même pas mal, entre Sisteron et Grenoble. C'est à 3/4 d'heure de Gap à peu près. Durbon, c'est un centre de vacances accessible par une seule route, qui est un peu défoncée, mais ça permet justement de ne pas avoir trop de tourisme. Situé à 1200 mètres d'altitude au cœur de la forêt domaniale. Donc, il est composé de 3 sites, j'en ai parlé tout à l'heure, le Pré des Mulets, capacité d'accueil de 100 personnes, la Chartreuse, capacité d'accueil de 30 personnes, et le Cros, capacité d'accueil de 80 personnes. Le Cros, c'est 6 corps de bâtiments d'environ 8 000 m², la Chartreuse, 10 corps de bâtiments divers de plus de 5 000 m², et puis donc on a le projet d'études pour les enfants, 4 corps de bâtiments modernes de plus de 3 000 m². Bon, il y a quand même de quoi faire. Après, il doit y avoir des photos. Et des photos, voilà. Alors, on voit Michel Rivasi, là, évidemment, avec, je ne sais pas si vous connaissez, mais Philippe Tribaudot. Alors, je suis un proche de l'unité arboresque de HS. J'ai contribué largement à faire en sorte que le site internet existe et qu'il y ait des réponses pour ceux qui veulent continuer à travailler dans des environnements hostiles, notamment les entreprises qui refusent donc l'électro-hypersensibilité. Vous y trouvez plein d'informations sur comment se protéger quand on est obligé de travailler avec la bureautique communicante. Alexandre Avalovic également, qui était présent sur la photo. Et là, vous avez des vues à la fois des anciens bâtiments et puis des nouveaux, les nouveaux étant ceux utilisés par les enfants pour les loger, les dortoirs en fait. Alors pour la petite histoire, ça va vous faire rire, il faut bien rigoler un peu. Quand on testait la zone, on s'est retrouvé avec 3-4 électro-hypersensibles à 4 h du matin, complètement réveillés, les yeux ouverts. Et on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? On est en même temps là, tous les 4 en train de se balader dans la forêt, à chercher quoi? On ne savait pas trop. Et finalement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, vous savez, maintenant, on met des GPS au cou des gibiers. Et ben, on a vu au loin un gibier, une sorte de biche, qui s'est passer. Et en fait, on a supposé que le GPS nous avait réveillés dans cet environnement absolument calme, qui nous a permis quand même de passer une bonne moitié de nuit. Voilà, c'était pour la petite histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous voulez, j'ai quelques petits documents à vous remettre tout à l'heure. Il y a peut-être, si vous le souhaitez, 10 € de contribution à Zone Blanche pour vous aider un petit peu pour le quotidien dans la logistique. Merci. Merci Michel. On l'a ajouté dans la liste des intervenants déjà nombreux, mais on tenait absolument à ce que ça passe. Parce qu'effectivement, les EHS, ce n'est pas une population marginale, c'est une population qui est complètement intégrée socialement. Et quand on voit, effectivement, moi je ne suis pas EHS moi-même, je ne peux pas me mettre à votre place, mais par exemple, quand j'ai lu un petit peu ce qui est arrivé à Mme Marine Richard, je crois qu'elle était une des premières à subir cela, et à voir un petit peu aussi les conséquences. Ce que disait un petit peu Laurent aussi tout à l'heure, les EHS, ça ne relève pas de la psychiatrie, contrairement à ce qui avait été déclaré d'ailleurs par l'ex-président de l'Assemblée nationale, qui est un médecin,
j'ai oublié le nom. Bernard Accoyer. Voilà, monsieur Bernard. Moi, je dis monsieur Bernard Accoyer. Je pense que le titre de médecin ne mérite pas. Et ça, c'est tout à fait personnel comme réflexion. Et c'est exactement ces mots. Dans le colloque de l'Assemblée nationale, il disait que ça relevait de la psychiatrie. Donc, voilà. C'est l'homme des labos. Oui, tout à fait. Bon, voilà. Donc, je tenais absolument ce petit passage sur l'association Zone Blanche qui passe. On a pris un peu de retard. On va reprendre des questions pour clore la partie santé. Par contre, on va couper un petit peu. On va mettre que 5 minutes, là, si c'est possible. Et après, on va attaquer la partie technique. Merci. Question. On n'aura pas plus 5 minutes. 10 minutes. Donc j'aurais une remarque par rapport à 2 revues médicales qui sont indépendantes des multinationales et du pouvoir politique qui seraient prescrire et pratiques, il me semble. Pourquoi ne pas donc informer vos confrères par le biais de ces 2 revues indépendantes sur l'électrohypersensibilité et sur l'impact de toutes les nuisances liées aux capteurs communicants en tout genre sur toute la population puisqu'on est tous électrosensibles par nature. Est-ce qu'il y aurait également une action en justice plus tournée vers les capteurs communicants qui font leur entrée dans des lieux comme les maternités, les écoles, les crèches, les hôpitaux, les entreprises, parce que ça ne touche pas que les particuliers, mais aussi toutes sortes d'entreprises et de lieux où on peut être en collectivité, qui touchent des enfants, des femmes enceintes, des personnes seniors, encore plus sensibles que le reste de la population relativement en bonne santé. Et aussi, une dernière question, est-ce que le fait de retirer un capteur liquide d'un domicile, de la même manière, ça élimine le courant porteur en ligne et les nuisances électromagnétiques qui perturbent le système organique ou pas? C'est ma 3e question. On va commencer par la fin, c'est ça, c'est la partie technique. Le simple fait que vous n'ayez pas de compteur Linky chez vous n'aura pas d'incidence sur la présence des courants CPL. On en parlera tout à l'heure sur la partie technique. Vous aurez moins de désagréments au niveau du Linky, puisque ne serait-ce que la partie facturation, la partie flicage des données, mais la partie CPL, donc rayonnement dans l'environnement confiné de la maison, on verra le détail du problème du confinement tout à l'heure, vous en prendrez autant. Ça, c'est pour la question. On a déjà le liquide dans la maison, on le fait d'une manière ou d'une autre retirer pour mettre un compteur électromécanique. Est-ce que de la même manière on élimine le CPL? Non, vous n'éliminez pas, justement c'est un des points, c'est un des sujets problématiques. Aujourd'hui le CPL n'a pas besoin d'être au-delà, en aval de votre compteur et de votre disjoncteur pour pouvoir, disons, fonctionner. On en parlera de la partie technique. Un deuxième mot sur la partie des établissements, disons, établissements scolaires, les établissements de soins. Il y a la loi, il y a le décret de 2275 du 6 mai 2002, qui traite d'ailleurs de la téléphonie mobile, qui dit qu'il faut prendre des précautions pour tout ce qui est établissement scolaire. Donc il y a déjà des textes là-dessus. Le texte n'est pas forcément coercitif, mais il est suffisamment important puisque l'Agence nationale des fréquences en tient compte, notamment lors des dépôts de dossiers en téléphonie mobile. C'est clair que ces établissements de soins sont tout à fait concernés également au niveau électromagnétique. Il y a quelque chose qui m'a fait bondir, je crois, il y a une quinzaine de jours. C'était un témoignage sur Poitiers, où un poseur de compteur Linky a pénétré de façon complètement illégale dans une école et a posé un compteur. La directrice n'est pas au courant, vous pouvez trouver le papier sur Internet, le journal. Les collectifs anti-Linky sont venus. Je crois qu'un élu est venu aussi, des maires sont venus, des représentants de la municipalité, et il n'y a rien eu à faire. Moi, je n'ai pas eu d'épilogue là-dessus. Donc il est clair qu'aujourd'hui, tout ce qui est maison de retraite, établissement de soins, etc., normalement, il n'y a pas à y avoir des Linky. Il y a d'autres endroits, mais ça, c'est un intervenant qui en parlera tout à l'heure, où il n'y aura pas de Linky, mais ça, c'est pour des raisons sanitaires, c'est pour des raisons stratégiques. Donc aujourd'hui, ces lieux-là doivent être des lieux préservés. Maintenant, encore une fois, comme tous les autres, effectivement. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, quand on a des poseurs mercenaires qui n'ont ni foi ni loi, et qui parfois usent de la force, bah, effectivement, on n'a que la loi pour se battre. Par rapport aux revues indépendantes, on pouvait faire passer le message. Les publications, il y en a. Après, effectivement, c'est pas tout d'écrire. D'écrire, on a ce qu'il faut. C'est après les publier. Et si on ne peut pas être publié sur le papier, on va être publié autrement. Est-ce qu'il faut traiter autrement dans revues prescrites et puis pratiques qui sont indépendantes du reste? Mais aujourd'hui, c'est pareil, des problèmes de médias, il faut savoir des moyens, ça ne s'approche pas comme ça, il y a des façons de travailler, il faut aussi les éduquer un peu. Donc
ça fait partie, c'est dans le travail. Je parlais du pôle de compétences médias tout à l'heure, c'était quelque chose qu'il faudrait qu'on essaie de monter sur l'ensemble des associations. Une autre question peut-être? Oui, dans un encart zone blanche, il était indiqué déclaration du syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques. Je pense avoir absolument tous les symptômes, mais je ne sais absolument pas comment faire pour déclarer la pathologie, si on peut l'appeler comme ça. Qui pourrait me dire ce qu'il faut faire? Très bien. Vous avez plusieurs médecins qui s'occupent de ça sur Paris. Vous avez le docteur Weinstock à Saint-Lidrac. Mais on pourra vous le noter tout à l'heure, je pourrais vous le noter si vous voulez. Vous avez à Boulogne-Billancourt le docteur Frilet. Milbert, pardon. Le docteur Frilet, apparemment, est peut-être le docteur Frilet, continue. Le docteur Frilet est malade. Oui, je l'ai contacté pour l'instant. Après, c'est beaucoup plus long, c'est le professeur Beckman. Là, il y a 1 an et 3 mois d'attente. Oui. Il y a tellement de malades, etc. On a le temps de calancher d'ici ce temps-là. Je viens de vous voir pour la titrage. Merci. Il a repris le flambeau, il était en retraite depuis 2 ans. Donc il s'occupe de ça auprès des EHS. Oui, par rapport à votre question, madame, sur les zones blanches, ce n'est pas exclusivement réservé aux électro-hypersensibles. On a travaillé sur la mixité, c'est-à-dire que si on crée allez, j'emploie le terme ghetto, ce ne sera pas bien. Donc ça veut dire qu'on est plus d'accord pour dire que des personnes qui seront électro-hypersensibles ou pas électro-hypersensibles pourront venir sur cette zone. Oui. Autrement. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Marie-Angela Guiter, je suis professeure de musique dans les écoles de la ville de Paris. Et je voulais quand même dénoncer que dans ces écoles élémentaires, il y a des compteurs communicants industriels. Et maintenant, on fait voter aux enfants, par le budget participatif, des arrivées de classes mobiles, de tout ce qui est numérique avec des bornes Wi-Fi. Et bon, moi j'ai fait beaucoup de propagande pour limiter les dégâts, parce que c'est déjà en cours, mais c'est vraiment, ça va gagner toutes les écoles. Donc c'est un vrai scandale. Merci madame. Autre question? Monsieur. Oui, bonjour. Bon, je vais essayer d'être un peu rapide. Je suis Jérôme Lafont, je représente le collectif Soplinki-Ligogif pour les villes de Limours, Gif-sur-Yvette et Gomez-le-Châtel, et également Bure-sur-Yvette, qui n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui. Moi, je voulais, beaucoup de choses que je pensais exprimer ont déjà été dites, donc je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Par contre, une chose à laquelle je pense, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est les expositions aux ondes électromagnétiques et aux compteurs communicants en milieu professionnel. Je m'occupe également d'un CHSCT dans mon entreprise et cette semaine nous sommes en information-consultation pour le déploiement de GPS sur tous les véhicules de l'entreprise, le déploiement de tablettes tactiles sur tous les véhicules de l'entreprise, après qu'on nous ait imposé le Wi-Fi et le 4G pour tous les véhicules de l'entreprise, il s'agit d'autocars et tourisme. Donc bon, j'ai déjà un dossier bien sûr, mais actuellement, est-ce que c'est quelque chose sur lequel travaillent les différentes associations, les différents collectifs, et quelle matière on a à la fois sur le plan santé et sur le plan juridique, justement pour s'opposer ou limiter les risques concernant les environnements professionnels, comme disait madame par exemple, qui est prof de musique. Et dernière chose, je pensais à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, qui avait fait désinstaller les équipements Wi-Fi il y a déjà 10 ans, il y a eu un combat juridique. Voilà. Est-ce que vous pouvez développer quelque chose sur ce sujet-là? Merci. Bon alors, on a pas occulté le dossier EHS et droit du travail. C'est vrai que c'est un chantier. Il y a encore plein de chantiers sur le Linky qui n'ont pas encore été ouverts ou développés. Les sous-thèmes, etc. Notamment la partie CHSCT. Vous avez bien fait de soulever le problème parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de CHSCT, sous l'impulsion des délégués du personnel et autres, s'intéressent au sujet. Et notamment aussi parce qu'il y a un renforcement de la loi au niveau de la protection des travailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est important, puisque autant un élu a une responsabilité civile et pénale, autant l'employeur a une responsabilité pénale et civile. Je mettrais dans l'autre sens. Donc là-dessus, il y a des moyens de convaincre
là, les CHSCT, pourtant qu'ils existent encore, ont des possibilités de pouvoir pousser, disons, ce dossier contre tout ce qui s'enfile, le liquide en priorité, le reste. Pareil que pour le reste, les employeurs sont aussi souvent complètement dans la méconnaissance. Bon. Mais c'est un chantier, et c'est lui aussi avec les associations, je ne sais pas, je ne peux pas parler au nom de toutes les associations. Je sais que chez nous à l'ARP, on a mis en place ce sujet-là. Le vice-président, qui malheureusement aujourd'hui, je le disais, n'était pas là. Jean-Pierre va vous en parler un petit peu au niveau du droit, mais c'est avant le droit aussi à l'éducation, hein, c'est par la connaissance qu'on arrive à avancer. Et à travers le CHSCT, c'est vrai que la souffrance au travail, c'est une donnée très importante que apprend l'employeur, qu'elle soit d'origine électromagnétique ou autre. Alors pour répondre à votre question, je vous dirais ceci, c'est que il y a eu une directive en 2013, une directive européenne qui a été reprise par des décrets qui sont sortis en 2016, qui donne obligation des employeurs et des préventeurs à faire des études cumulatives de ce qui concerne le Linky, le Wi-Fi, le Bluetooth, le GSM, etc., etc. Enfin, tout ce qui est irradiant dans une entreprise, de façon à pouvoir délivrer une étude complète pour la protection des travailleurs et éventuellement des personnes résidentes. Elle est applicable depuis le 1er janvier 2017 et elle dit exactement ceci. Obligation de réaliser des expertises dans le cadre de la gestion des risques, dans le respect du décret 2015-1084 du 27 août 2015 et des normes NFEN 61000 pour les lieux résidentiels, commerciaux, de travail, pour les établissements de santé, en tenant compte des recommandations d'avril 2016 sur la compatibilité électromagnétique des dispositifs médicaux exposés à des sources de radiofréquences. Dans les cas des femmes enceintes et des travailleurs de moins de 18 ans, la notion de niveau le plus faible possible est essentielle, car il n'existe pas de valeur déclenchant l'action, ce qu'on appelle les VA, ou de valeur limite d'exposition, les VLE, pour les femmes enceintes ou les travailleurs de moins de 18 ans. Ce que l'on peut regretter, c'est que ce décret qui rend ces études absolument obligatoires dans l'ensemble des établissements et des lieux de résidence que je viens de vous citer n'est pas assorti de sanctions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il n'est pas appliqué. Juste une chose, très rapidement, c'est le problème auquel je suis confronté dans mon entreprise. J'ai demandé l'application de ce décret. Il y a des mesures qui vont être faites, des mesures d'exposition aux ondes électromagnétiques. Et le problème énorme auquel nous allons être confrontés, comme nous tous en France, c'est le problème des normes. Ils sont énormes en France. En France, c'est 61 volts par mètre. C'est 41. Dans d'autres pays, on est à 0,6. Non, on est complètement d'accord. Il y a un facteur de 1 à 100. Voilà, de l'or dans la boutique France, comme dit Daniel. Du fait qu'on va avoir des mesures qui vont simplement constater qu'on est en dessous des normes qui ne sont pas adaptées. Le problème, c'est qu'effectivement, la première des choses à faire, et on ne commence jamais par le début dans ce pays, c'est de commencer d'abord par faire, je dirais, des études suffisamment sérieuses pour que les normes que l'on prend en compte soient représentatives d'une réalité et non pas d'une fiction. Juste avant de reprendre, puisqu'il nous reste encore 4 intervenants et le temps est très limité, il va falloir que nous partions de la salle aux alentours de 17h50 pour qu'elle soit vide à 18h pile, puisque nous avons réservé la salle de 14h à 18h. En tout cas, l'Assemblée nationale, et je tiens à le dire, nous l'a prêté à titre gracieux grâce à l'intervention de M. Dupont-Aignan. Et je vous propose d'écouter juste 2 minutes avant de reprendre avec nos 4 intervenants suivants. M. Caron qui va vous faire simplement une démonstration très simple sur les effets justement des aimants. Je lui donne la parole. Merci. Je vais vraiment au plus bref. La chose fondamentale, c'est que nous n'avons pas la connaissance, nous, la population. Et moi, je suis géologue, mais j'ai enseigné à des petits, et j'ai enseigné de façon concrète. Alors, dans nos campagnes, EDF dit un champ magnétique, ça n'a pas d'impact. Bon, alors, vous voyez, là, j'ai... Excusez-moi parce que je suis assez émotif et timide. Vous voyez, là j'ai un aimant, la preuve il attire le fer, d'accord? Maintenant, si je mets 2 aimants au-dessus de mon doigt, et puis un en dessous, celui du dessous il tient tout seul. Donc il y a un champ magnétique qui traverse mon doigt. Alors un champ magnétique, personne ne sait ce que c'est. Il faut reconnaître notre ignorance
comme l'attractivité, là je tombe sur la Terre, la gravité, on ne sait pas ce que c'est. Vous voyez? Alors un champ magnétique, on ne sait pas ce que c'est. Mais là, je prouve qu'il traverse mon doigt. Donc s'il traverse mon doigt, il y a un pôle nord, un pôle sud, et dans mon doigt, qu'est-ce qui se passe? Il y a du sang. Et le sang, eh bien, il contient du fer pour fixer l'oxygène, d'accord, dans les globules rouges. Donc, à cet instant, le sang qui circule dans mon doigt, eh bien, il a toutes ces particules de fer qui s'orientent selon le pôle nord-sud des aimants. Donc voilà la preuve qu'un champ magnétique, ça nous impacte. Maintenant, on n'est pas pour autant malade tout de suite, d'accord? Mais au bout d'un moment, hein, alors ça c'est un champ continu. Mais le Linky, c'est du alternatif, etc. Donc je ne vais pas voilà, rentrer dans tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà un exemple. Mais j'ai fait un petit musée et j'explique ce que c'est qu'une molécule d'ADN. J'explique comment on la casse. Je peux expliquer comment les ions calcium, ils traversent la membrane cellulaire. Vous voyez, à l'instant où je parle, j'ai une pensée. La pensée, on ne sait pas ce que c'est. Mais elle provoque des échanges d'ions au niveau de mon neurone. Et cet échange, ça crée en micro-watt un influx nerveux qui se transmet à 100 mètres secondes dans mon nerf, qui vient faire contracter certaines fibres musculaires pour donner une certaine forme à ma bouche, pour que l'air que j'envoie par mes poumons avec les cordes vocales qui font vibrer, l'air vibre d'une certaine façon pour que j'ai des vibrations qui aillent dans l'air percuter votre tympan. Et votre tympan, avec des neurones, il détecte ça, il le retransforme en pensée. Enfin, vous voyez, c'est fabuleux un être vivant. Vous voyez? Alors, moi je demande à tous ceux qui veulent, parce que c'est ensemble qu'on peut changer le monde, si on veut changer tout ça, il faut que nous, population, soient informées. Alors, je veux bien faire des films, je veux bien... je vous demande de l'aide, parce que moi, je voudrais faire des films, mais vous voyez, concrets. Parce que là, on est en train de se bagarrer. Un tel a dit ça, il y a eu telles études d'ailleurs, à un endroit où... Mais on peut matérialiser ce que c'est qu'une cellule. Vous voyez, on peut le représenter. Alors, Monsieur Caron. Excusez-moi, Monsieur Caron, c'est ça. Simplement la preuve qu'en connaissant le fonctionnement du corps humain, on peut en déduire ce dont on parle depuis tout à l'heure. On prend la parole sur les 4 dernières. On reprend sur la Terre, oui, on a un petit retard. On va donc vous exposer Michel de Kilbeck à ma droite et moi-même, la partie vision technique. Et on va essayer de faire un peu plus court, on va essayer de le condenser, vous en avez plein la tête. Donc effectivement, donc les compteurs communicants aujourd'hui, on parle essentiellement du Linky, mais il n'y a pas que de compteurs communicants Linky, il y a les compteurs à eau, les compteurs à gaz, sachant que les compteurs Linky et GRDF, enfin le Gaspar, sont Dixit Enedis ou Dixit NJ obligatoires par la loi, parce qu'il a été démontré qu'il n'est pas examen. Et les compteurs à eau ne sont régis par aucun texte. Donc vous avez tout à fait le droit de refuser ces compteurs à eau, communicants ou pas. Ou alors de les éliminer. Définition des ondes. Ça rejoint un peu ce que disait M. Caron ou d'autres. Effectivement, les ondes, c'est comme l'air. Hein, ça... Pardon, il est parti ailleurs. Voilà. Les ondes sont des ondes. Une onde, c'est quelque chose de très abstrait. Hein, ça ne se voit pas, c'est pas palpable. Hein. C'est pas ma déclaration à moi, mais je trouvais qu'elle était assez représentative. Ça circule librement, ça rentre en nous, c'est vrai. Et, bon, et physiologiquement, on est comme ça. Donc, encore une fois, le premier émetteur de radio, comme je dis souvent, c'est le soleil. Et quelques secondes de soleil, ça fait du bien. 10 secondes de soleil, ça fait mieux. 3 minutes de soleil, on a chaud. 1 heure au soleil, on est rouge. 2 heures, on a un peu de soleil. 3 heures, brûlure de 5 degrés. Et faites ça pendant 10 ans, c'est de la maladie. En gros, pour résumer un peu ça. Bon, voilà. Par contre, donc, on ne peut pas se soustraire aux ondes, et physiologiquement, effectivement, tous les professionnels le reconnaissent, il y a une incidence. En même temps, voilà. Là. Le spectre électromagnétique, c'est quoi? C'est l'ensemble des fréquences qui sont représentées dans l'éther, dans l'air, avec ce que nous appelons les rayonnements non ionisants, qui sont généralement tout ce qui est fréquence, qu'elle soit voilà. Il faut rester là, pas appuyer. Donc,
Rayonnement non ionisant, c'est donc tout ce qui est électricité, les radiocommunications, quel qu'elle soit, tout ce qui est le monde sans fil. Et après, à l'extrême droite, vous avez les rayonnements ionisants. C'est ici, c'est la partie verte. Ça, c'est tout ce qui est, disons, nucléaire, etc. Donc, c'est pas le sujet. Vous voyez, on a mis sur ce spectre où se situaient les différents éléments qui nous polluent. On va dire, le mot n'est pas, disons, anodin, la vie, en plus de ce qu'on a déjà. À savoir le Linky, ok, dans des bandes assez basses, le Gaspard, qui est un peu plus haut, l'eau, et puis les fameux ERL, émetteurs radio Linky, dont Michel parlera tout à l'heure. Effectivement, alors là, je dirais que c'était une bataille. C'est une bataille, pour l'instant, on l'a gagnée. Les premières réunions qui ont été faites avec Enedis, c'était assez intéressant, parce qu'Enedis était dans le déni complet en disant que le CPL, courant porteur de ligne, qui est une très très mauvaise traduction des termes américains ou anglo-saxons, n'était pas des radiofréquences. Donc ça ne rayonnait pas, c'était nous encore effectivement, le plan flotiste, etc. Et à force de leur mettre le nez dedans, comme on dit facilement, leur montrant les documents de l'Union internationale des télécoms, différents documents techniques, ils ont néanmoins admis, maintenant, que c'était bien des fréquences dont ça rayonne, mais comme ils nous ont dit, après avoir dit que ça ne rayonnait pas, ce n'était pas les ondes, ils ont dit que ça rayonnait, mais pas beaucoup. Voilà. Donc ça a quand même été une bataille, première bataille gagnée, et maintenant, ils ne reviennent pas trop à la charge. Mais ça a été difficile de leur donner le change. Voilà. D'ailleurs, leur président, M. Mouloubou, vous avez aperçu, il a bien dit, encore une fois, on n'a rien inventé, hein, 11 mai 2016, juste à côté d'ici, il a bien, je vous laisse lire ce qu'il a déclaré, bien de CPL, à l'intérieur de l'habitation, ça rejoint d'ailleurs une remarque de tout à l'heure. Pourquoi à l'intérieur de l'habitation? Alors qu'il n'y a aucune raison technique, réglementaire, qui impose de mettre le compteur liquide à l'intérieur. Évidemment. Bon, voilà. Bon. Enedis reconnaît donc implicitement le droit d'imposer des signaux radiofréquences dans le domaine privé. Nous, aujourd'hui, on pourrait qualifier cela de pollution électromagnétique intentionnelle, puisque certes, Enedis dit que pour communiquer avec son compteur, il faut qu'ils utilisent le CPL, pourquoi pas, entre le compteur et les équipements extérieurs, mais quelle est la nécessité de faire pousser ces ondes supplémentaires, ces signaux supplémentaires en aval du compteur, sachant qu'on est chez vous. Donc voilà, c'est vraiment une intrusion, c'est vraiment assimilable à une violation de propriété ou une violation de domicile. Ça, c'est un petit diagramme qui a été sorti par les... Je crois que ça vient de l'ARTAC d'ailleurs. À chaque évolution technologique, il y a une pathologie associée. L'électrocution est découlée effectivement de la création d'électricité. Les cancers, déjà dans les années 20, on parlait de cela, etc. Aujourd'hui, c'est la prolifération des équipements sans fil qui font qu'effectivement on se retrouve devant une réelle pollution électromagnétique, comme on a déjà des pollutions atmosphériques. Monsieur Mouloubou a bien dit qu'effectivement, il y avait du CP à l'intérieur de la maison. Donc là, on va lui demander pourquoi. C'est une question qui va lui être posée. Alors, dans peu de temps, sous une forme peut-être pas très sympathique. Voilà, on va passer un peu vite là-dessus. Et c'est pas vrai. Voilà. Donc on a bien, je crois que c'était évoqué tout à l'heure, aujourd'hui effectivement, c'est là la subtilité d'Enedis, je suis désolé, je vais prendre la machine, vous avez reconnu. Mis séparément, chaque onde dit que c'est inoffensif. Effectivement maintenant c'est bien l'effet cocktail, et c'est l'effet cocktail aujourd'hui, on pourrait l'avoir dans l'espace libre. Le problème qu'il y a, c'est que l'effet cocktail, vous l'avez dans votre espace chez vous, ce qu'on appelle le confinement. Donc dans la maison, effectivement, il n'y a pas de bonnes ondes ou de mauvaises ondes. Vous avez le Wi-Fi, qui est sûrement quelque chose à éviter au maximum. Première chose. Vous avez la téléphonie sans fil, donc le téléphone portable. Vous avez le DECT, le téléphone sans fil. Vous avez le Linky, et cet ensemble de cocktails, d'ondes, fait un cocktail. La seule différence près, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le droit de couper votre Wi-Fi quand vous souhaitez.
Vos téléphones sans fil, vous pouvez l'arrêter. Les nouveaux téléphones sans fil, d'ailleurs, on ne les mettent pas forcément quand ils sont en mode veille. La téléphonie mobile, je vous déconseille de dormir avec le téléphone sous l'oreiller. Par contre, le CPL, sauf à couper le disjoncteur, je ne vois pas comment vous pouvez vous en prémunir. Donc là, effectivement, on est soumis devant une pollution, encore une fois, une omniprésence de ces signaux-là, qui aujourd'hui, encore une fois, fonctionnellement parlant, à l'intérieur de l'habitation, c'est-à-dire en aval de votre disjoncteur et l'installation électrique, vous êtes propriétaire et responsable de l'installation électrique en aval du disjoncteur, donc en aval de tout ce qui circule dedans. On rappellera rapidement que, effectivement, c'est cancérigène pour la santé, ça c'est clair. Là, voilà. Michel, à toi. Ok. Ça marche? Oui, ça marche. Attends, l'autre. Voilà, celle-là, en réalité, si vous voulez, c'est le principe de fonctionnement du Linky. Donc là, tu peux l'immobiliser, s'il te plaît? C'est bon, là, je peux y aller? Réduis un peu, qu'on voit la maison. Voilà. On va partir du compteur Linky. Bien sûr, quand votre installateur il branche, eh bien, il va lancer des trames de synchronisation vers le concentrateur. Et le concentrateur, lui, eh bien, il a une antenne. Donc c'est 700 000 concentrateurs qui sont prévus dans toute la France. Et ces 700 000 concentrateurs vont s'additionner à 118 000 antennes relais. Sans compter en 2020 à 5G. D'accord ? Ensuite, je reprends CPL. Les flèches dans les deux sens, ça veut dire CPL bidirectionnel. C'est-à-dire que c'est le concentrateur qui pilote les compteurs, jusqu'à des graphes de 1000. Et donc, il lui pose une question, le compteur Linky répond. Ensuite, par rapport à votre maison, puisque Enedis ne voulait pas admettre que le CPL rentre dans les maisons, alors que le propre constructeur, M. Osono, directeur Europe Itron, a reconnu dans un colloque à Bordeaux que le CPL pénétrait bien dans la maison, 24 heures sur 24 d'ailleurs. Donc dans des câblages qui n'ont pas évolué depuis 40 ans. Et ce câblage de vos maisons, ils ne peuvent supporter de fréquence que 2000 Hz, alors que le compteur Linky G3 produit, je dirais, un signal en ondes pulsées, ce qu'on a dit tout à l'heure, et avec une fréquence, bien sûr, de 90 600 Hz. Donc, bien sûr, plus l'installation est vieille, plus ça provoque des échauffements dans les câblages. Si on fait maths physique, on parle de l'effet Joule. Voilà. Et ensuite, du concentrateur, ça va vers le centre de gestion à Lyon, et là, je dirais qu'on est dans les hertziens, on est dans la téléphonie mobile, comme je vous disais. Donc, je dis bien 700 000 concentrateurs qui vont, avec chacun une antenne qui va s'ajouter à 118 000 antennes relais de téléphonie mobile. C'est les antennes relais de la téléphonie mobile que vous avez aujourd'hui en France. Oui, il va y en avoir d'autres. La voiture connectée est en route. Il y a Bien sûr, on va continuer si vous voulez, effectivement. On y va. Bon, ensuite, là, je dirais que l'architecture, si vous voulez, en grappe. Alors, ça veut dire quoi, montage en grappe? Ça veut dire que un concentrateur donc, pilote les compteurs Linky. Par exemple, on va dire il y a 350 maisons, on va monter 350 compteurs en grappe. Et après, bien sûr, il y a un dialogue. Quand le concentrateur demande une information, le meilleur chemin va être choisi dans la grappe. Et il y a une communication dans les deux sens. Ça, je dirais que c'est par rapport aux maisons, pour répondre à la dame tout à l'heure, c'est exact, c'est que quand on refuse le compteur, Linky dans votre maison, on va prendre l'exemple quand vous êtes dans un HLM par exemple, c'est exact que si vous n'avez pas Linky, vous avez un peu moins de coureurs porteurs en ligne. Par contre, vous avez les coureurs porteurs en ligne de vos voisins, du concentrateur, du CPL de l'éclairage de la rue, rentre chez vous. C'est clair. C'est bon? Ça va? Ensuite,
Ouais, c'est ça. Ouais. On y va? Je l'ai remis. Attends, vas-y. Oui, alors, vous savez, c'est pas compliqué. Hein. Il aurait fallu prendre la nouvelle loi de RT 2012 et imposer l'évolution des câblages, c'est-à-dire ce câblage qui existe encore que votre électricien, si demain vous construisez une maison RT 2012, on met toujours ça. Il fallait profiter de la loi RT 2012 pour faire évoluer les câblages, c'est-à-dire qu'au lieu de supporter 1000 Hz, on fabrique des câblages qui puissent supporter 100 000 Hz, et ensuite, on fait des câblages blindés. Là, j'en ai acheté un. Je peux vous montrer comment ça fonctionne. Ce câblage blindé, quand on construit une maison, c'est que c'est 20% supplémentaire au budget d'électricité quand vous construisez. Donc en réalité, je ne sais pas si vous voyez, ici, le fil on va dire en aluminium, ça emprisonne la pollution électrique, la gaine. Ensuite, ici, vous avez un drain métallique, et ce drain, eh bien, vous le mettez à la terre. Et donc la pollution électrique va à la terre, à condition que la terre soit bonne. Malheureusement, 70% des maisons, les terres ne sont pas bonnes. Ensuite, la pollution magnétique, qui est encore plus dangereuse pour le vivant que la pollution électrique. Donc ici, eh bien, il y a la phase et le neutre. Quand vous achetez un câblage blindé, dans le cahier des charges, l'obligation de 15 torsades par mètre de fil. Donc en réalité, quand je torsade la phase et le neutre, je diminue la pollution magnétique. Ensuite, voilà, ça c'est, je voudrais faire une expérience là-dessus, c'est très intéressant. On va le faire ensemble. Je dirais, c'est vrai que ça correspond à tout à l'heure. Voilà. Là, parce qu'en réalité, on ne nous a jamais expliqué, depuis que l'électricité existe, le rayonnement 50 Hz existe. Là, je vais vous montrer avec mon stylo. Le câblage n'est pas blindé. Le stylo qui sonne, eh bien, c'est le rayonnement électrique autour du câble. Si j'ai un câblage blindé, je n'ai pas de rayonnement. D'accord ? Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur celle-là, parce qu'elle est très importante. Ici, vous voyez, ça c'est la porteuse 50 Hz. C'est marqué Clean Electricity en anglais, donc ça veut dire électricité propre. Ça veut dire, on va dire, l'électricité propre de nos parents. Et il n'y a pas d'électronique dans la maison. D'accord ? Et ça va correspondre au contrat, aux conditions générales de vente jusqu'au 1er février 2014, que EDF était tenu de nous vendre une électricité propre, ça veut dire filtrée avec des montages condensateurs, et ensuite avec une seule fréquence de 50 Hz. Ensuite, là je vais aller plus loin que ça. Là c'est pour montrer. Attends, oui, mais attends, je voudrais juste, voilà. Ici, ça, ce que vous voyez, c'est notre époque. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, c'est marqué tension stable de haute fréquence. Eh bien, c'est quand je branche mon chargeur de portable, quand j'allume la télé, ça s'appelle tout appareil électronique, et le Linky en produit d'ailleurs, tout appareil électronique produit des harmoniques et des interharmoniques qui salissent l'électricité. Donc, et je vous ai marqué, est-ce que c'est grand, plus ajout LDE du Linky. Ça veut dire quoi LDE? Ça veut dire que le compteur Linky, eh bien, c'est un objet électronique, eh bien, lui, il produit également des harmoniques et des interharmoniques, donc il vient salir la porteuse électricité. Vous prenez une machine à laver, vous lavez 5 kg de linge en électricité propre, vous consommerez moins de courant, votre moteur de machine à laver, durera plus longtemps. Ici, plus l'électricité est sale, et bien sûr, le Linky en rajoute une grosse couche. Dans ce cas-là, eh bien, l'énergie électrique de votre électricité, elle diminue, le rendement diminue. Donc votre machine à laver consommera plus d'électricité ici. Et ensuite, l'électricité sale produit des échauffements par exemple, dans votre moteur de votre machine à laver qui raccourcira la vie. Donc là, et